des hypothèses. Et donc, c'est une maladie, certes, neurodéveloppementale, qui est due principalement à des d'ordre biologique, due aux transmetteurs, etc. Et donc, le fait qu'on voit un volume plus ou moins grand, plus petit du cortex préfrontal, c'est pas un indicateur d'une pathologie, d'accord? Et donc, ça, c'est pour dire que il y a pas que ça, il n'y a pas que ce qu'on va dire. Et je reste un peu sur le traitement. Mes collègues tout à l'heure, ils ont parlé d'épidémiologie, d'étiologie et de thérapie. Et là, je vais parler d'une autre thérapie, peut-être qu'elle n'est pas familière, elle est basée sur l'activité physique. Pourquoi l'activité physique? Avant de commencer, le... ne marche pas. Je n'ai pas parlé de ma biographie, je la semaine dernière. Et donc, si on prend le plan de la présentation, je vais parler du pourquoi de l'activité physique. Activité physique et TDAH, bien sûr. Effet positif de l'activité physique sur les fonctions exécutives, parce que j'ai choisi seulement les fonctions exécutives. C'est par rapport à l'intention, vous l'avez bien diagnostiqué tout à l'heure. On peut parler d'impulsivité, d'inattention et d'hyperactivité. Moi, je vais parler sur la fonction cognitive et plus précisément les fonctions exécutives. On a les différentes modalités d'exercice physique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas la spécialité de l'exercice physique, donc je vais être terre à terre, simplifié, etc. Et en comparaison, je vais comparer cette thérapie par l'activité physique à d'autres thérapies très bien connues par mes collègues cognitifs, comportementales et pharmacologiques, d'accord? Et je vais terminer par des perspectives, Inch'Allah. Et pour ceux qui ne savent pas, par les étudiants, oui, il y a une test clinique pour un enfant TDAH. Si vous lui dites, reste comme ça, ne bouge pas, il va tout faire. Ne bouge pas, regarde-le. Ça, c'est un enfant TDAH. Parce que il ne faut pas faire la confusion entre trouble de comportement, impulsivité et problème d'attention. Un TDAH, il y a un problème d'attention, c'est primordial. Ça, c'est une pathologie. L'impulsivité, le trouble, ce n'est pas une pathologie, c'est autre chose. Donc, on peut, là, quand on dit, c'est un TDAH, mais il est, comment dirais-je, hyper intelligent. Et pourquoi? Qui a parlé d'intelligence? L'attention, elle peut nuire. Pourquoi le TDAH est très important en matière de prise en charge à l'enfance? Parce que c'est par rapport à la vie scolaire. Il va rater, parce que généralement, dans la vie adulte, ça disparaît. À plus de 90%, ça disparaît. Les symptômes de TDAH disparaissent. Et donc, c'est le moment où l'enfant réussit sa vie. C'est la scolarité, etc. Et donc, à l'âge s'il n'est pas TDAH, il n'a pas réussi sa scolarité, il aura un problème sociétal, d'insertion sociale, etc. Et donc, par rapport à l'activité physique, j'ai repris cette européenne parce qu'on a commencé le travail sur le TDAH depuis 2008. C'était un projet MIRA avec comment dirais-je, le groupe de recherche qui à Lyon, Claude Bernard. Et cette politique européenne, elle prend l'activité physique comme de la santé et du bien-être. Et surtout les maladies non transmissibles, telles que le TDAH, d'accord, et liées à le sédentarisme comme l'obésité, etc. Le pourquoi? On sait que ça a été introduit que les stimulants du système nerveux utilisés dans le traitement du TDAH produisent une augmentation de la dopamine et de la noradrénaline. Et je vais vous donner un exemple qui date de 20 ans, je l'ai cité, à 15 ou 20 ans. Ils ont fait un groupement des instituteurs américains aux États-Unis. Hein. Ils ont posé une question. Quelle est l'institutrice qui ne donne pas de la rétaline?
Personne n'a levé la main. Ils ont répondu. Quelle est l'instructrice qui ne donne pas de la Ritaline dans sa classe, pour les élèves dans sa classe? Personne n'a levé la main. Quel est l'enseignant qui donne de la Ritaline pour ses enfants en classe? Et tout le monde qui a levé la main. Et donc, et c'était pas pour tes enfants TDAH, c'était l'hyperactivité des gens. Aux États-Unis, la pratique ou la prise médicamenteuse, c'est pas un traitement, donc c'est très court. Et donc, on sait que le système dopaminergique est impliqué dans la commotion, donc la motivation, les processus cognitifs comme l'attention, la mémoire et l'inhibition comportementale, qui sont les trois facteurs déterminants des fonctions. Les trois, oui. Qui sont les trois facteurs déterminants des fonctions exécutives. C'est vrai, on peut parler de planification de programmation, mais elle n'a pas été prise en charge par des recherches. Donc, je reste sur la mémoire du travail, le contrôle inhibiteur ou attention sélective et la flexion cognitive. Et on a l'effet aussi aigu d'activité physique, on augmente la libération de dopamine et l'activité du cortex préfrontal, permettant d'avoir une meilleure capacité d'attention et d'inhibition. Et donc, la dopamine, on joue tout ça. Pourquoi l'activité physique a surgi? C'est par rapport, c'est une influence sur la dopamine qui a une influence sur la réflexion, l'attention et tout ça. La pratique physique régulière, elle a des recherches, on pensait qu'elle a sur les fonctions cognitives. Et là, je vais vous citer un exemple, des recherches. Ils ont comparé des exemples qui font comment dirais-je, un enseignement classico-primaire. Et là, des collègues de l'année du primaire qui font les 28 heures de classe. Comme en France, les 28 heures de classe font 2 heures ou 1 heure et demie d'activité physique, d'accord? Je ne parle pas de sport, d'activité. Et toutes les matières, c'est des matières théoriques. Même l'activité culturelle telle que le dessin, etc., il n'y a pas. Il y a juste un badjim ou tout ça, etc. Et quoi? Sur la chaise. Dans le groupe expérimental, ça c'est le groupe contrôle, le groupe expérimental faisait 24 heures d'enseignement, pas 28 heures, 24 heures, dont 18 heures d'activité physique et culturelle. Donc des dessins, le jeu, gymnasium, et c'était en Allemagne. Hein. Et donc 6 heures de théorie, vous apprenez un peu les langues, etc. Ils étaient le système classique, chaise, etc. Et bien le quotient intellectuel était 2 fois supérieur, ceux de 24 heures. Parce qu'ils sont alignés à la nature humaine. La connaissance de l'enfant s'améliore, se développe par l'activité physique. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'activité physique, pas être assis. Donc on ne doit pas comparer un enfant, la connaissance d'un enfant, à un adulte. C'est pas pareil. Et donc, elle a le maintien de l'attention sur une tâche à effectuer, des recherches aussi, donc les bienfaits sur l'état physique, mentaux et sociaux. Et même aussi en matière de réussite scolaire, ceux qui pratiquaient de l'activité physique de façon régulière, pas scolaire, même dans des clubs, etc. Donc, ils adhéraient à des fédérations sportives, etc., des enfants. Des recherches ont prouvé qu'ils réussissent 2 fois mieux l'activité scolaire, leur activité scolaire. Et si on relie maintenant l'activité physique au TDAH, donc, elle a une stratégie thérapeutique. Pourquoi stratégie? Essayez de vous souvenir avec moi de stratégie. Je ne parle pas de thérapie, de stratégie, parce qu'elle doit être prise dans ce qu'on appelle multimodal, dans une macro, et on va parler d'autres thérapies, d'accord? C'est ça la stratégie. Sur le plan moteur cognitif, bien sûr, des résultats probants en matière de recherche. Et donc, l'activité physique pour un TDAH, on a remarqué un enfant TDAH, donc il avait des vitesses de réaction et de précision inférieures à ceux des sujets qui ont un développement normal. Parce qu'un enfant, si on fait TDAH, il a un problème d'attention et de vitesse de réaction, toujours. D'accord. Et y compris le comportement impulsif, la connaissance, l'attention, ils font régulièrement des erreurs d'inattention en comparant à un enfant normal, bien sûr. Eh bien, des études sur les fonctions exécutives ont montré qu'une seule séance d'activité physique pouvait améliorer les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives dont je parle, c'est le contrôle inhibiteur, la flexibilité cognitive et la mémoire de travail.
la légitimité des recherches. Et là, je vais parler un peu terre à terre par rapport à l'activité. On voit sur image des enfants qui jouent au football et des enfants qui font de la natation sportive. Eh bien, ce sont deux recherches différentes qui ont fait des programmes. Là, importe peu un peu le nombre. C'est des programmes d'activité physique de plusieurs semaines, d'accord, que ce soit en football ou en natation. Ils étaient réalisés par des chercheurs, d'accord. Et toutes les recherches que je viens de citer, surtout la méta-analyse, hein, qui est un groupement de recherches, après 6-8 semaines de pratique d'activité physique, bien sûr, régulière, en contrôlant l'intensité, qu'elle soit modérée ou aiguë, on va en parler tout à l'heure, avait des répercussions positives sur les fonctions exécutives de l'enfant. Bon, je vais pas parler je vais zapper cette diapositive. Mes collègues tout à l'heure, ils ont pensé par rapport au cortex préfrontal, etc. Responsable de l'attention, les compétences telles que, on sait tout le monde que les fonctions exécutives principalement sont 4 compétences, planification, etc. Plus le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive ainsi que la mémoire de travail. Et nous, les 3 compétences sauf la planification dont je n'ai pas parlé sur ces recherches. Et donc, l'activité physique par rapport à un enfant TDAH avait tendance à développer la capacité de structurer leur schéma moteur et qui sont indispensables aux fonctions exécutives. Tout le monde sait par définition, c'est ascendant. Et donc, il y a tous les processus de pensée, comme j'ai les compétences cognitives de contrôle, de flexibilité, et tout ça participe à développer le contrôle sensoriel moteur. Et certains chercheurs considèrent que l'exercice possède un impact positif, mais modeste. Seulement là, je cite des recherches, ils disent qu'il ne faut pas dire que ça y est, on est tombé sur de l'or. L'activité physique, c'est la meilleure thérapie. Non, il y a des recherches qui disent elle a un effet, mais tout de même, il reste modeste. J'ai cité quelques-unes, d'accord? Et donc, si on parle des modalités, d'accord, des modalités d'exercice, et on prend l'image, là, un enfant qui dribble en basket, et on a 2 kilomètres qui essaient de lui prendre la balle. Ça, ce qu'on appelle des habilités ouvertes. Ils sont ouverts sur un environnement. Il est instable. Il peut les dribbler comme il ne peut pas les dribbler, ils peuvent lui enlever, etc. Donc, rien n'est joué à l'avance dans la tête de celui qui porte le ballon. Par contre, si on prend le même jeune face à un panier, tout est stable. La hauteur des paniers est connue, les joueurs sont sur la ligne, personne ne va bouger. Ça, c'est ce qu'on appelle un environnement stable. Alors, les recherches, qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Que les habiletés motrices ouvertes avaient tendance à développer plus, ou ils étaient plus sensibles au développement de l'attention de l'enfant que les habiletés motrices fermées. D'autres recherches ont montré que l'intensité, là on va parler d'intensité, et on prend les 2 images pour que vous puissiez comprendre. La première, c'est des enfants qui courent. Donc il y a une certaine intensité. Là, ce qu'on appelle une charge, c'est une intensité élevée. Et en bas, c'est des enfants qui sont en train de faire des conduites de balles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une charge modérée. Il n'y a pas un grand engagement des processus physiologiques, d'accord? Et donc, si on part d'une activité à intensité élevée, on va dire qu'elle améliore la mémoire du travail et la fonction inhibitrice principalement, les deux comment dirais-je, compétences des fonctions exécutives. Et si on travaille sur une activité physique modérée, donc avec une charge moindre, on va développer la flexibilité cognitive. L'activité physique en comparaison, et ça, c'est pas une rivalité, hein, c'est pour ça que je parle de stratégie. Peut-être parce que psychologue, médecin, ou, je sais pas, ou cognitiviste, chacun va se référer à son domaine et dire fouli tayyab, comme on dit nous sur Alger, hein, c'est ma thérapie, etc. Non, non, c'est pour ça que je parle de stratégie. Il y a des recherches qui ont, bon, ils ont travaillé sur des enfants qui recevaient le traitement médicamenteux et ils ont même des groupes témoins où les enfants n'avaient pas de traitement médicamenteux, on avait les 4 thérapies, la médiation, le traitement physique, les compléments alimentaires, d'accord, et la thérapie cognitivo-comportementale. Et là, je ne parle pas de médicaments, je parle de compléments alimentaires, qu'on puisse
Les groupes témoins, il y avait des gens qui ont suivi un traitement médical et ceux qui ne suivaient pas de traitement médical. Eh bien, la thérapie qui avait la plus d'impact, qui avait le plus d'impact sur l'attention ou les fonctions exécutives de l'enfant TDAH, c'était l'entraînement physique, les activités physiques. Et il y avait un ordre parfois de suivi ça ne veut pas dire qu'on doit donner la couronne à l'activité physique, d'accord? Et donc, si on peut conclure par un chercheur, ses recherches, il a fait une méta-analyse, et quand on dit une méta-analyse, c'est une revue systémique de recherche. Donc, c'est un regroupement de, parfois les recherches sont randomisées, etc., sur l'état des lieux ou ce qui a été réalisé sur la question en 2024, d'accord, que l'exercice physique est recommandé comme une stratégie thérapeutique. Je reprends ces mots, thérapie ou stratégie thérapeutique, pour proposer une perspective. La perspective, j'ai ouvert une discussion sur une autre thérapie qui n'était pas abordée tout à l'heure, parce que les gens ont parlé de la thérapie comportementale en tant que sociologue, ils ont parlé de la thérapie médicamenteuse en tant que médecin, d'accord, mais ils n'ont pas parlé de la thérapie numérique, d'accord. J'ai cité, je ne vais pas vous les citer, mais il y a des thérapies et il y a des recherches probantes sur la thérapie numérique. Et il y avait des résultats époustouflants, d'accord, de la thérapie numérique. Surtout que maintenant c'est multimodal et multimédia. Donc vous ne pouvez pas travailler avec un enfant si vous ne travaillez pas avec le portable. C'est bon, le portable, les tablettes et tout ça. Donc ça devient une stratégie. J'ai évoqué plusieurs recherches, 3 recherches, je ne vais pas vous les dicter, elles sont là. Mais généralement, les 3 recherches, elles étaient réalisées sur 4 semaines de pratique, d'accord? Sur un logiciel, bon, c'était aux États-Unis, même en Chine, hein, c'était un logiciel numérique, d'accord, qui est développé. Et donc, il faisait un travail un entraînement de 4 semaines et se reposait 4 semaines. Et on refait le test d'évaluation. Et le résultat était tout le temps positif. Donc, malgré après 4 semaines d'arrêt, le résultat était positif. Parce que généralement, les résultats sur les enfants TDAH étaient dans l'immédiat. Les majeures thérapies donnaient des résultats dans l'immédiat, mais pas à long terme. C'est après 2 jours, il redevient hyperactif. C'est pour ça qu'on administre le traitement pharmacologique. Et donc, la thérapie que je propose, ou la stratégie thérapeutique, c'est pour ça que j'ai mis en triangle. Donc, c'est l'intervention physique, l'intervention par le numérique et l'intervention comportementale. J'ai dit comportement, pas cognitif, parce que quand tu dis comportement, ça serait les médias dans la maison et tout ça. Non, je parle d'intervention numérique, ça doit être institutionnalisé, c'est-à-dire au niveau des écoles. Une intervention prise en charge par l'école, le comportement est pris en charge par les parents et l'intervention par l'activité physique, elle est aussi prise par le scolaire. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention.